Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui est un peu particulière et assez éloignée de mes sujets habituels. Vous le savez, le 7 octobre, le mouvement terroriste, le Hamas, a frappé Israël et je voulais répondre à certaines questions et à certaines bêtises aussi qu'on peut parfois lire sur la situation. Donc le sionisme, c'est quoi ? Alors tout simplement, on va regarder dans le dictionnaire. Le sionisme, ça vient de Sion, qui est une montagne de Jérusalem, et c'est un mouvement dont l'objet fut la constitution en Palestine d'un État juif. Mais je vais aussi revenir sur l'histoire de ce terme. C'est un terme qui apparaît pour la première fois en 1860 sous la plume d'un publiciste juif de langue allemande, Nathan Birnbaum. Donc c'était un article assez confidentiel destiné à la jeunesse étudiante et juive. Et ce terme sera ensuite repris 5 ans plus tard par Theodor Herzl qui le popularise. Theodor Herzl est un juif de nationalité autrichienne. Il est docteur en droit, il a aussi écrit des pièces de théâtre et c'est surtout suite à l'affaire Dreyfus, dont on a déjà un peu parlé, qu'il décide de vraiment s'engager contre l'antisémitisme. Il constate une montée de l'antisémitisme partout en Europe. Pour lui, l'assimilation des juifs est un échec. Et pour lutter contre l'antisémitisme, il a une solution claire. Il faut un État juif. Theodor Herzl est souvent considéré comme le père du sionisme moderne. Donc il participe au congrès sioniste de Bâle en 1897. Il est fondateur du Fonds pour l'implantation juive en Palestine, qui défend l'achat de terres en Palestine, un territoire qui était alors géré par l'Empire ottoman. Mais Theodor Herzl n'est pas contre les musulmans ou contre les arabes non plus, ni contre les chrétiens. Dans son roman Land, il imagine un État juif démocratique où cohabiteraient juifs et non-juifs, et il insiste particulièrement sur le droit de vote. Au début, le sionisme ne faisait pas l'unanimité, en particulier dans le monde juif. Après la Shoah et après la Seconde Guerre mondiale, cette idée d'un État juif va devenir plus consensuelle et va finalement donner naissance à l'État d'Israël tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le sionisme, c'est juste vouloir un État juif en Israël. On peut être sioniste et de gauche, sioniste et de droite, voire même sioniste et d'extrême gauche, ou sioniste et d'extrême droite. On peut être sioniste et chrétien, sioniste et musulman, et on peut même être sioniste et pro-palestinien, être sioniste, être pour un État juif qui serait à côté d'un État palestinien. Donc ensuite, est-ce que l'antisionisme, c'est forcément de l'antisémitisme ? Donc là aussi, il faut revenir sur l'histoire du sionisme et de l'antisionisme. Comme je l'ai déjà dit, le sionisme n'a pas toujours fait l'unanimité au sein même du milieu juif. Avant la guerre et avant la Shoah, les juifs étaient majoritairement antisionistes, voire indifférents à l'égard du sionisme. Mais après la Shoah, Israël est perçu comme un refuge pour tous les réfugiés juifs du monde entier, et le soutien à Israël devient même constitutif de l'identité juive. Et pour Alain Diekhoff, l'antisionisme change de nature après 1948. Une fois que l'État d'Israël existe, on peut parfaitement critiquer la politique du gouvernement, mais pas l'existence même de cet État. Il y a une différence fondamentale entre critiquer la politique du gouvernement israélien, et c'est ce que font d'ailleurs de nombreux Israéliens, et entre vouloir la destruction totale de cet État. Oui, vouloir la destruction totale d'Israël et être antisioniste, c'est non seulement problématique, irréalisable,
mais c'est aussi antisémite. Et parfois, le terme sioniste peut aussi être un code utilisé par les antisémites. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'un membre des Gilets jaunes a été condamné pour avoir traité le philosophe Alain Finkielkraut, espèce de sioniste. Donc ensuite, est-ce que Israël mène une politique d'apartheid? Donc déjà, on va définir ce qu'est l'apartheid. L'apartheid, c'est un régime mis en place en Afrique du Sud. C'est un régime politique de ségrégation raciale qui était conduite par la minorité blanche à l'encontre de la majorité noire. Les blancs et les noirs n'avaient pas les mêmes bus, pas les mêmes toilettes, pas les mêmes restaurants, pas les mêmes universités et pas les mêmes écoles. Et les noirs n'avaient d'ailleurs pas le droit de vote. Donc, est-ce que Israël met en place une politique d'apartheid? Alors d'abord, il faut distinguer les Arabes israéliens, qui sont des citoyens israéliens, arabes et musulmans, et les Palestiniens, qui ne sont pas citoyens d'Israël. Donc on peut d'abord se demander, est-ce que Israël met en place une politique d'apartheid contre ses citoyens arabes israéliens? Alors, tout d'abord, c'est faux parce que les Arabes israéliens ont le droit de vote, ils ont le droit de s'organiser en association et ils ont même des représentants à la Knesset, l'Assemblée nationale israélienne. Mais on a aussi des exemples d'Arabes israéliens qui réussissent plutôt bien leur vie et qui sont présents dans plusieurs domaines. Le domaine médical, par exemple, avec Massad Baroum, qui est le directeur administratif du centre médical Rambam à Haïfa. Il y a aussi des Arabes israéliens dans le domaine judiciaire, avec Salim Joubran, qui est maintenant retraité, mais qui est un ancien juge de la Cour suprême. Et enfin, dans le domaine artistique, il y a aussi des exemples comme Lina Machoul, une arabe israélienne qui est la gagnante de The Voice en Israël en 2013. Ensuite, on va se poser la question, est-ce que Israël crée un état d'apartheid envers les Palestiniens? Donc les Palestiniens qui eux ne sont pas citoyens d'Israël. Donc un exemple qui est fréquemment cité pour montrer qu'Israël est un état d'apartheid, pour assurer la sécurité des routes qui sont régulièrement la cible d'attentats, Israël a décidé de réserver certaines routes aux citoyens israéliens et de les interdire à leurs voisins palestiniens. Mais ça ne peut pas non plus être un apartheid, car si certaines routes sont interdites aux Palestiniens, les interdictions ne sont pas légitimées par une motivation raciste. Elles ne sont pas motivées par le fait que les Palestiniens seraient inférieurs aux Israéliens, mais bien par la sécurité globale. Ce sont des mesures de légitime défense prises par Israël. Et il y a aussi une différence fondamentale entre l'Afrique du Sud et la situation en Israël qu'oublient de rappeler certains, c'est que l'Afrique du Sud n'était pas en guerre contre la population noire, alors qu'Israël est en guerre contre la Palestine. Et il faut aussi rappeler que l'ANC, African National Congress, qui défendait les droits des Noirs en Afrique du Sud, n'a jamais utilisé de méthode terroriste. En revanche, on ne peut pas dire la même chose du Hamas. Bien sûr, cela ne veut pas dire que les Arabes israéliens ou les Palestiniens n'ont pas de difficultés. Il peut y avoir des Israéliens racistes envers les Arabes ou racistes envers les musulmans. Le racisme est quelque chose d'humain et il y en a partout dans le monde. Mais s'il y a des comportements racistes en Israël, cela résulte d'actes individuels et pas de quelque chose qui serait systémique ou qui serait inscrit dans la loi. Est-ce que Israël commet un génocide envers la population palestinienne? Donc à nouveau, on va définir ce qu'est un génocide. Donc le terme génocide, ça vient de géno, dans les gènes, et de cide, qui veut dire tuer.
Un génocide, c'est l'anéantissement délibéré et méthodique d'un groupe de personnes en raison de sa race, de son appartenance ethnique, de sa religion ou encore de sa nationalité, dans le but de le faire disparaître totalement, et ce au nom d'un principe raciste. Donc, est-ce que Israël commet un génocide envers les Palestiniens? Pour Muriel Paradel, professeure de droit à l'Université de Montréal, le génocide repose sur des critères de droit très précis. Pour prouver le génocide, il faut prouver la volonté d'annihiler le peuple visé. Le génocide nécessite des plans et une organisation, et les génocides ne se font pas rapidement, les génocides ne se font pas du jour au lendemain. Dans le cas d'Israël, il s'agit donc plutôt d'une réaction spontanée suite aux attaques du Hamas. D'ailleurs, seule la bande de Gaza est touchée par les bombardements israéliens, alors que le reste des territoires palestiniens ne sont pas touchés. Oui, le fait qu'il y ait des morts de civils palestiniens, c'est toujours triste, mais en même temps, dans toutes les guerres, il y a toujours eu des morts civiles. On a aussi un autre exemple, c'est que lorsqu'il y a des terroristes juifs ou des ultranationalistes qui tuent des musulmans, Israël les condamne. On a l'exemple du terroriste juif et israélien Baruch Goldstein, qui est pénétré dans une mosquée et qui a tué 29 personnes qui étaient en train de prier et en a blessé 125 autres. Et Baruch Goldstein a été unanimement condamné par le gouvernement israélien. Oui, il y a des intégristes et oui, il peut y avoir des terroristes ou des personnes violentes parmi les Israéliens, mais ça reste minoritaire et à chaque fois ils sont condamnés par Israël. Je voulais finir cette vidéo par un petit témoignage. Donc j'ai fait deux mémoires sur le judaïsme et un sur la Shoah. Et souvent on m'a demandé si j'étais juive. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une synagogue pour soutenir les otages et les victimes du Hamas. Et on m'a demandé si j'avais de la famille en Israël. Que non, je ne suis pas juive, mais aujourd'hui je soutiens Israël, comme j'ai soutenu Charlie Hebdo, j'ai soutenu les victimes du Bataclan et toutes les victimes du terrorisme. Depuis le 7 octobre, la cause palestinienne est morte, assassinée, écrita Ben Jelloun. Non, le Hamas ne sera jamais un mouvement de résistance, contrairement à ce que pensent certains. Et non, le Hamas n'apportera jamais la paix. Et donc, je soutiens Israël contre le terrorisme. Libérer les otages, bring them home, et free Palestine from Hamas. Je vous demanderai de rester respectueux dans les commentaires vis-à-vis des victimes notamment. Et j'effacerai tous les commentaires qui pourraient être antisémites ou racistes. Si vous-même avez été victime de racisme ou d'antisémitisme, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la rue ou ailleurs, dans la description, je vous mets les contacts d'associations qui peuvent vous aider à porter plainte. Merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, et j'espère avoir apporté des explications à certaines personnes. On se retrouve très bientôt pour un sujet un peu plus léger.